って割腹自殺を遂げ、玲子夫人もまた父君に準じて Le 28 février 1936, c'est-à-dire le troisième jour de l'incident du 26 février, le lieutenant Shinji Takeyama du bataillon des transports de Konoe, bouleversé d'apprendre que ses plus proches camarades faisaient partie des mutins et indigné à l'idée de voir des troupes impériales attaquer des troupes impériales, prit son sabre d'ordonnance et s'éventra rituellement dans la salle aux 8 nattes de sa maison particulière, résidence Yotsuya, 6e Daobacho. Sa femme, Reiko, suivit son exemple et se poignarda. La lettre d'adieu du lieutenant tenait en une phrase « Vive l'armée impériale ». Sa femme, après s'être excusée de précéder en fille dénaturée ses parents dans la tombe, terminait ainsi la sienne. Le jour est venu qui doit nécessairement venir pour une femme de soldat. Les derniers moments de ce couple héroïque et consacré furent à faire pleurer les dieux. Remarquons que le lieutenant avait 31 ans et sa femme 23. La moitié d'une année ne s'était pas écoulée depuis leurs noces. Ceux qui avaient vu la photo du mariage, non moins peut-être que ceux qui y assistaient, s'étaient émerveillés de l'allure et de la beauté des jeunes gens. Le lieutenant, debout, imposant sous l'uniforme, la main droite sur la poignée du sabre, le képi à la main gauche, semblait protéger la jeune femme. Il avait une expression sévère, et sous les noirs sourcils, le regard de ses larges yeux rayonnait de jeunesse et de droiture. On n'imaginait rien de comparable à la beauté de la jeune femme, chez qui sensualité et délicatesse se mêlaient. Les lèvres pleines, le nez mince et fin, les yeux paisibles sous la douceur des sourcils. Une main glissée timidement hors la manche du kimono tenait un éventail, et l'extrémité des doigts, réunis en précieux bouquets, ressemblait à un bouton de marguerite. Après le suicide, quand on reprenait cette photo pour l'examiner, on se disait avec tristesse qu'une malédiction pèse trop souvent sur ces unions en apparence sans faille. Ce n'était peut-être qu'imagination, mais à regarder l'image après la tragédie, il semblait presque que les deux jeunes gens, immobiles devant le paravent de lac et d'or, contemplaient, avec chacun la même certitude, la mort qui les attendait. Grâce aux bons offices de leur médiateur, le lieutenant-général Ozeki, ils avaient pu s'installer dans une maison neuve d'Aobacho à Yotsuya. Maison neuve est sûrement trop dire. C'était, en location, une vieille maison de 3 pièces qui donnait à l'arrière sur un petit jardin. Comme ni la pièce de 6 nattes, ni celle de 4 nattes et demie au rez-de-chaussée ne bénéficiaient du soleil, ils utilisèrent la pièce de 8 nattes à l'étage, à la fois comme pièce de réception et comme chambre à coucher. Ils n'avaient pas de bonne, si bien que Reiko, en l'absence de son mari, gardait seule la maison. Ils se dispensèrent du voyage de noces sous prétexte que le pays était en état d'alerte et passèrent la première nuit de leur mariage dans cette maison. Avant de se coucher, Shinji, assis sur la natte, le buste droit, son sabre posé devant lui, avait fait à sa femme un discours militaire. Une femme qui devient femme de soldat doit savoir que son mari peut mourir à tout moment et résolument l'accepter. Ce pourrait être demain ou le jour d'après. Mais, dit-il, peu importe quand, était-elle absolument ferme dans sa résolution de l'accepter. Reiko se leva, ouvrit un tiroir du secrétaire et y prit le plus cher de ses nouveaux trésors, le poignard que lui avait donné sa mère. Revenue à sa place, elle posa, sans un mot, le poignard devant elle, comme son mari avait posé son sabre. Ils se comprirent en silence aussitôt, et le lieutenant ne chercha plus jamais à mettre à l'épreuve la résolution de sa femme. Dans les tout premiers mois de son mariage, la beauté de Reiko devint de jour en jour plus éclatante. Elle rayonnait avec la sérénité de la lune après la pluie.
Comme tous deux étaient jeunes et vigoureux, la passion menait leur rapport. Et pas uniquement la nuit. Plus d'une fois, revenant tout droit des manœuvres, à peine rentré chez lui, et sans même prendre le temps d'ôter son uniforme couvert de boue, le lieutenant avait renversé sa femme sur le sol. Reiko montrait la même ardeur. Un mois environ après leur nuit de noces, Reiko connut le bonheur, et le lieutenant, s'en rendant compte, fut heureux comme elle. Le corps de Reiko était chaste et blanc. Sitôt consentante, sa petite poitrine ronde livrait généreusement sa chaleur. Même au lit, ils étaient, l'un et l'autre, sérieux à faire peur. Au sommet le plus fou de la plus enivrante passion, ils gardaient le cœur sévère et pur. Dans la journée, le lieutenant pensait à sa femme durant les pauses de l'exercice. Et tout au long du jour, chez elle, Reiko se représentait l'image de son mari. Même séparés, ils n'avaient cependant qu'à regarder la photo de leur mariage pour que se confirmât leur bonheur. Reiko n'éprouvait pas la moindre surprise à voir qu'un homme, il y a quelques mois complètement étranger, ait pu devenir le soleil autour duquel tournait son univers tout entier. La maison du garde des Sceaux, Saito, était située dans le voisinage. Cependant, ils n'entendirent ni l'un ni l'autre la fusillade le matin du 26 février. C'est une trompette sonnant le rassemblement dans la petite aube enneigée, après les 10 minutes de tragédie, qui réveilla le lieutenant de son sommeil. Sautant aussitôt du lit, sans un mot, il revêtit son uniforme, accrocha le sabre que lui tendait sa femme et sortit en hâte. Les rues étaient couvertes de neige et il faisait encore noir. Il ne revint que le soir du 28. Plus tard, par la radio, Reiko apprit toute l'étendue du brusque éclat de violence. Pendant les 2 jours qui suivirent, elle vécut seule, dans une tranquillité absolue, derrière les portes fermées. Sur le visage du lieutenant, quand il s'était élancé le matin sous la neige, Reiko avait lu la résolution de mourir. Si son mari ne revenait pas, elle avait pris sa propre décision. Elle mourrait aussi. Elle régla tranquillement la distribution de ce qui lui appartenait. Elle fit un choix parmi ses kimonos pour les laisser en souvenir à ses amis d'enfance et camarades de classe, les enveloppa et, sur chaque paquet, écrivit un nom et une adresse. Son mari lui ayant constamment interdit de penser au lendemain, Reiko n'avait jamais tenu de journal et se voyait privée du plaisir de lire et de relire le détail de son bonheur des derniers mois, comme d'en brûler les pages au fur et à mesure. Sur le poste de radio, il y avait un petit chien de porcelaine, un lapin, un écureuil, un ours, un renard. Il y avait aussi un petit vase et un pot à eau. Reiko n'avait jamais rien collectionné d'autre, mais il lui parut difficile de distribuer ces choses-là. Il ne serait pas davantage bien convenable de spécifier qu'il fallait les mettre dans son cercueil. Comme elle réfléchissait ainsi, l'expression des petits animaux parut à Reiko de plus en plus mélancolique et lointaine. En écoutant les fréquents communiqués de la radio, elle entendit citer, parmi les noms des insurgés, plusieurs collègues de son mari. Ces nouvelles-là annonçaient la mort. Elle suivit avec soin les événements, se demandant avec angoisse, à mesure que de jour en jour la situation devenait plus irréversible, pourquoi aucun décret impérial n'intervenait. Si bien que ce qu'on avait tout d'abord pris comme un mouvement destiné à rétablir l'honneur de la nation se voyait peu à peu marqué d'infamie et appelé mutinerie. Aucun message ne venait du régiment. À tout moment, semblait-il, on pouvait commencer à se battre dans les rues de la ville que recouvrait toujours le restant de neige. Le 28, vers le coucher du soleil, des coups violents sur la porte d'entrée firent sursauter Reiko. Elle descendit en hâte.
En tirant maladroitement les verrous, elle aperçut derrière l'épaisseur du verre une silhouette indécise, silencieuse, et sut que c'était son mari. Jamais elle n'avait trouvé si dur le verrou. Il ne cédait toujours pas. La porte ne voulait pas s'ouvrir. Une seconde plus tard, à peine avait-elle compris qu'elle avait réussi, le lieutenant était debout près d'elle sur le ciment du vestibule, engoncé dans sa capote kaki, les bottes alourdies par la boue de la rue. Il referma la porte derrière lui et repoussa le verrou. Quel sens avait ce geste? Reiko ne le comprit pas. « Soyez le bienvenu. » Reiko s'inclina profondément, mais son mari ne répondit pas. Comme il avait détaché son sabre et qu'il allait enlever sa capote, Reiko passa derrière lui pour l'aider. Le manteau, qui était humide et froid et avait perdu l'odeur de crottin qu'au soleil il dégageait normalement, pesait lourd sur son bras. Elle le suspendit à un porte-manteau et, serrant dans ses grandes manches le ceinturon de cuir et le sabre, elle attendit que son mari eût ôté ses bottes pour le suivre dans le living-room. C'était au rez-de-chaussée la pièce à six nattes. À la lumière de la lampe, le visage de son mari couvert d'une épaisse barbe de 2 jours, amaigri, ravagé, était presque méconnaissable. Les joues étaient creuses, elles avaient perdu leur éclat, leur fermeté. Normalement, il se serait tout de suite changé et aurait réclamé son dîner, mais il s'assit devant la table, toujours en uniforme, accablé, tête baissée. Reiko n'osa pas lui demander s'il fallait préparer le dîner. Au bout d'un moment, il parla. Je ne savais rien. Il ne m'avait pas demandé d'être avec eux. Peut-être parce que je venais de me marier. Kano, Oma aussi, et Yamaguchi. Reiko revit un instant les visages de jeunes officiers enthousiastes, des amis de son mari qu'ils avaient invités quelquefois. Il y aura peut-être demain un décret impérial. Ils seront déclarés rebelles, j'imagine. J'aurai le commandement d'une unité et ordre de les attaquer. Je ne peux pas. C'est impossible de faire une chose pareille. Il reprit. On m'a libéré de mon tour de garde, et j'ai la permission de rentrer chez moi cette nuit. Demain matin, sans faute, il faudra que je reparte pour l'attaque. Je ne peux pas, Reiko. Reiko était assise, bien droite, les yeux baissés. Elle avait clairement compris que son mari parlait de sa mort. Le lieutenant était résolu. Chacune de ses paroles, enracinées dans la mort, libérait puissamment son plein sens et s'inscrivait en clair sur l'immobile et sombre arrière-plan. Bien que le lieutenant eût posé le dilemme, il n'y avait déjà plus place en lui pour l'hésitation. Toutefois, il y avait quelque chose de limpide, comme l'eau d'un torrent nourri de la fonte des neiges, dans le silence qui s'établissait entre eux. Assis dans sa propre demeure, après 2 longues journées d'épreuve, le lieutenant, pour la première fois, éprouvait une paix véritable, car il avait su tout de suite, bien qu'elle n'eût rien dit, que sa femme avait deviné la résolution cachée derrière ses paroles. Eh bien, les yeux du lieutenant s'ouvrirent tout grands. Malgré son épuisement, son regard était vigoureux et clair, et pour la première fois se planta droit dans les yeux de sa femme. Ce soir, je m'ouvrirai le ventre. Reiko ne broncha pas. Son paisible regard se tendit comme une corde frappée à l'aigu. « Je suis prête, dit-elle. Je demande la permission de vous accompagner. » Le lieutenant se sentit presque hypnotisé.
par la force de son regard. Il répondit vite et facilement, comme on parle dans le délire, et sans comprendre lui-même comment une permission de si lourdes conséquences pouvait être accordée si légèrement. Bien. Nous partirons ensemble. Mais j'ai besoin de vous comme témoin d'abord, à mon propre suicide. D'accord. Une fois cela dit, brusquement, un violent bonheur les submergea tous deux. Reiko était touché au cœur par la grandiose confiance de son mari. Il était essentiel pour le lieutenant, quoi qu'il arrivât par ailleurs, qu'il n'y eût aucune irrégularité dans sa mort. Pour cela, il fallait un témoin. Le fait d'avoir choisi sa femme était une première marque de sa confiance. La seconde, plus grande encore, était qu'après s'être engagé à ce qu'ils meurent ensemble, il n'ait pas eu l'intention de tuer d'abord sa femme, qu'il ait différé sa mort jusqu'à l'instant où lui-même ne serait plus là pour la vérifier. Si le lieutenant avait été un mari soupçonneux, il aurait, sans aucun doute, comme il en est coutume dans les doubles suicides, préféré tuer d'abord sa femme. Le cœur presque débordant de bonheur, ils ne purent s'empêcher de se sourire. Reiko se crut revenue à la nuit de ses noces. Elle n'avait devant les yeux ni la douleur, ni la mort. Elle croyait ne voir qu'un libre paysage, sans limite, ouvert sur des horizons infinis. L'eau est chaude. Voulez-vous prendre votre bain maintenant? Ah oui, bien sûr. Et dîner? Le lieutenant murmura à l'oreille de sa femme. Le bain d'abord, et puis un peu de saké. Ensuite, dépliez le lit là-haut. Voulez-vous? Reiko acquiesça en silence. Le lieutenant, en se rasant dans la salle de bain, réchauffé, se sentait enfin miraculeusement guéri de la fatigue désespérée de son corps et des tourments de l'indécision, et soulevé, en dépit de la mort qui l'attendait, d'une attente enchantée. Il entendait faiblement sa femme bouger dans l'autre pièce. Un puissant et saint désir, oublié de jours durant, se réaffirmait. Le lieutenant était certain qu'il n'y avait rien d'impur dans la joie qu'ils avaient tous les deux éprouvée en décidant de mourir. Ils avaient tous les deux senti à ce moment-là, bien entendu sans que ce fût clair ni conscient, que les plaisirs permis qu'ils partageaient en privé se trouvaient une fois encore sous la protection de la puissance divine, et que le bien et la morale étaient leurs garants. À se regarder l'un l'autre dans les yeux, pour y découvrir une honorable mort, ils s'étaient une fois de plus sentis à l'abri derrière des murs d'acier que personne ne pourrait abattre, défendus par l'armure impénétrable du beau et du vrai. Si bien que, loin de voir une source de contradiction ou de conflit entre les exigences de sa chair et la sincérité de son patriotisme, le lieutenant finissait même par y voir les deux aspects d'une même chose. Revenu de la salle de bain, et le feu du rasoir encore visible sur ses joues lisses, il s'assit près du brasero ranimé. Il remarqua que Reiko, tout occupée qu'elle fût, avait trouvé le temps de se farder légèrement. Ses joues étaient avivées et ses lèvres humides. On ne voyait en elle aucune ombre de tristesse. En vérité, se dit le lieutenant devant la preuve du tempérament de sa jeune femme, il avait choisi la femme qu'il devait choisir. Aussitôt qu'il eut bu dans la coupe de saké, il la tendit à Reiko. Reiko n'avait jamais bu de saké, mais elle accepta, sans hésiter, et trempa timidement ses lèvres. « Venez, dit le lieutenant. Reiko s'approcha de son mari, qui la saisit dans ses bras et la renversa sur ses genoux.
Sa poitrine la brûlait, comme si la tristesse, la joie et le puissant alcool s'étaient mêlés et combattus en elle. Le lieutenant pencha la tête pour regarder le visage de sa femme. C'était le dernier visage qu'il verrait en ce monde, le dernier visage qu'il verrait de sa femme. Le lieutenant l'examina minutieusement, avec les yeux du voyageur qui dit adieu aux admirables paysages qu'il ne revisitera jamais. C'était un visage qu'il ne se lassait pas de regarder. Les traits réguliers, sans froideur, les lèvres douces et fortes, légèrement fermées. Le lieutenant baisa les lèvres sans y penser, et soudain, bien que le visage n'eût pas été un seul instant déformé par la honte d'un sanglot, il aperçut les larmes brillantes qui, sous les longs cils, s'échappaient lentement des yeux fermés, ruisselaient et débordaient. Lorsqu'un peu plus tard, le lieutenant proposa de gagner leur chambre, sa femme répondit qu'elle le suivrait après avoir pris un bain. Il monta seul l'escalier, et dans la chambre où l'air était déjà réchauffé par le radiateur à gaz, il s'étendit sur le lit déplié en étirant les bras et les jambes. Même l'heure d'attendre ainsi sa femme était l'heure ordinaire, ni plus tard, ni plus tôt que d'habitude. Les pas de Reiko résonnèrent sur l'escalier. Les marches raides de la vieille maison grinçaient, ses craquements de bois évoquaient de tendres souvenirs, et bien souvent, de son lit, il les avait attendus avec joie. À l'idée qu'il ne les écouterait plus, il redoubla d'attention pour que chaque minute, chaque seconde de son temps précieux soit occupée par la douceur de ses pas sur l'escalier grinçant. Chaque instant devenait un joyau d'où rayonnait la lumière. Reiko portait une écharpe rouge pour serrer à la taille son yukata. Mais la faible lumière en atténuait l'éclat, et lorsque le lieutenant avança la main, Reiko l'aida à la dénouer et l'écharpe glissa sur le sol. Reiko était debout devant lui, toujours vêtue de son yukata. Son mari passa les mains dans les fentes sous les manches pour la serrer contre lui. Mais le bout de ses doigts eut à peine touché la brûlante chair nue, à peine se furent resserrés sur ses mains les aisselles, que tout son corps prit feu. Un instant plus tard, tous deux étaient couchés nus devant la rouge incandescence du gaz. Ni l'un ni l'autre ne l'exprimèrent, mais la pensée que c'était la toute dernière fois faisait battre leur cœur, dilatait leur poitrine. On aurait dit que ces mots, la dernière fois, s'étaient inscrits en lettres invisibles sur chaque pouce de leur corps. Le lieutenant tira sa femme contre lui pour l'embrasser violemment. Leurs langues se mêlaient dans l'humide et lisse caverne de leur bouche. Les douleurs de la mort, encore inconnues, avivaient leurs sens, comme le feu trempe l'acier. Ces douleurs qu'ils n'éprouvaient pas encore, ces lointaines affres de l'agonie, rendaient plus aiguë leur perception du plaisir. « C'est la dernière fois que je verrai votre corps, » dit le lieutenant. « Laissez-moi le regarder. » Et il inclina l'abat-jour pour que la lampe éclairât tout au long le corps étendu de Reiko. Reiko reposait les yeux clos. La lumière basse de la lampe révélait la courbe majestueuse de sa blanche chair. Le lieutenant, non sans quelque égoïsme, se réjouit de ce qu'il ne verrait jamais, tant de beauté défaite par la mort. Partout où passait le regard du lieutenant, ses lèvres fidèlement suivaient. Les seins gonflés se dressaient lorsque le lieutenant en saisissait entre ses lèvres les pointes, roses comme des boutons de fleurs de merisier. De part et d'autre de la poitrine, les bras lisses s'étiraient pour s'amincir vers les poignets, sans rien perdre de leur ronde symétrie, et à leur extrémité se refermaient les doigts délicats qui, le jour du mariage, tenaient l'éventail.
À mesure que le lieutenant posait un baiser, chaque doigt se repliait pudiquement derrière le doigt suivant. La cuvette qui se creuse entre le ventre et le giron avait, dans la douceur de ses courbes, non seulement force et souplesse, mais comme une sorte de retenue volontaire, et pourtant laissait s'épanouir les hanches. Le ventre et les hanches luisaient avec la blancheur et l'éclat du lait à ras-bord dans une large coupe, et l'ombre brusque du nombril ressemblait à la trace d'une goutte de pluie au même instant tombée. Les ombres s'accentuaient, où fleurissait une tendre toison, et lorsque le corps cessa d'être passif, il s'en échappa, à chaque instant plus émouvant, un brûlant parfum de fleurs. Finalement, d'une voix tremblante, Reiko parla. « Montrez-moi. Moi aussi. Je veux voir. Pour la dernière fois. » Jamais il n'avait entendu de la bouche de sa femme aussi violente et claire requête. On aurait dit que quelque chose que la pudeur de Reiko avait voulu cacher jusqu'à la fin rompait ses digues. Le lieutenant s'étendit docilement pour s'abandonner à sa femme. En tremblant, elle se souleva, blanche et souple, et brûlant de l'innocent désir de rendre à son mari ses caresses, posa 2 doigts sur les yeux qui la regardaient et doucement les ferma d'un geste. Soudain bouleversé de tendresse, les joues enflammées par une émotion qui lui donnait le vertige, Reiko lui entoura la tête de ses bras. Les cheveux du lieutenant taillés en brosse lui piquaient la poitrine. Elle sentit sur sa peau le froid du nez en même temps que la chaleur du souffle. Elle se dégagea pour regarder le viril visage de son mari, les sourcils sévères, les yeux clos, l'arc superbe du nez, le ferme dessin des lèvres serrées, l'éclat des joues, bleues où le rasoir avait passé. Reiko y posa ses lèvres. Elle les posa sur le large cou, sur les fortes et droites épaules, sur la puissante poitrine, où les aréoles étaient comme 2 boucliers, et rougeâtres les pointes. Des aisselles et de leur toison, cachées profond par les amples muscles des épaules et de la poitrine, s'élevait une odeur mélancolique et douce. Et cette douceur exsudait en quelque manière l'essence de la jeune mort. La peau nue du lieutenant brillait comme un champ d'orge mûr. Les muscles s'y marquaient partout en dur relief et convergeaient sur le ventre autour du nombril petit et discret. À voir ce ventre jeune et ferme, pudiquement couvert d'une toison vigoureuse, à se dire qu'il allait tout à l'heure être cruellement troué par le sabre, Reiko, saisi de compassion, le couvrit de sanglots et de baisers. Lorsqu'il sentit les larmes de sa femme, le lieutenant sut qu'il était prêt à supporter avec courage les pires souffrances de son suicide. Après ces tendresses, on peut imaginer quels enivrements les emportèrent. Le lieutenant se souleva pour saisir dans une étreinte puissante sa femme épuisée de douleur et de larmes. Joue contre joue, ils se tenaient passionnément serrés. Reiko tremblait. Leur poitrine, moite de sueur, se touchait étroitement, et chaque pouce de chacun de ces 2 corps jeunes et beaux s'intégrait si parfaitement au corps de l'autre qu'il semblait impossible qu'ils fussent jamais séparés. Reiko criait. Des sommets, il plongeait aux abîmes, et les abîmes reprenaient essor pour s'élever aux hauteurs du vertige. Le lieutenant haletait comme un porte-drapeau au bout d'une longue marche en campagne. À peine un cycle prenait-il fin qu'une nouvelle vague s'élevait, et ensemble, sans la moindre trace de fatigue, d'un seul souffle et d'un seul mouvement, ils remontaient vers les sommets. Lorsqu'enfin le lieutenant se détacha de Reiko, ce ne fut pas par épuisement. D'une part, il tenait à ne pas affaiblir l'énergie considérable dont il allait avoir besoin pour accomplir son suicide. D'autre part, il aurait été fâché de gâter, par la satiété, la douceur de ses dernières étreintes. Puisque le lieutenant renonçait, Reiko, avec sa docilité coutumière, suivit son exemple. Tous 2, nus, étendus sur le dos, les doigts enlacés, regardaient fixement les ombres du plafond. Savourant la chaleur qui les habitait, ils reposaient
et revivait le détail de leurs moments de bonheur. Il se rappelait le goût de leurs baisers, le contact de leur chair nue, et chacun des épisodes de leur vertige bienheureux. Rien ne les avait lassés. Mais déjà du sombre boisage du plafond, le visage de la mort les regardait. Leur joie avait été leur dernière joie, et leur corps ne les connaîtrait plus jamais. Mais des joies aussi intenses, et tous deux y avaient pensé en même temps. Il est probable qu'ils ne les auraient jamais retrouvés, même s'ils avaient dû vivre très vieux. La douceur de leurs doigts enlacés, elle aussi serait perdue. Même le dessin des veines et des nœuds sur le bois sombre du plafond qu'ils regardaient ensemble allait leur être enlevé. Ils sentaient la mort s'approcher pas à pas. Il ne fallait plus hésiter. Il fallait avoir le courage d'aller au-devant d'elle, de s'emparer d'elle. « Eh bien, préparons-nous, » dit le lieutenant. La résolution dans la voix de son mari était indiscutable, mais jamais Rico n'avait perçu chez lui autant de chaleur et de tendresse. Aussitôt relevés, toutes sortes de tâches les requirent. Le lieutenant, qui n'avait jamais aidé à faire le lit, fit joyeusement glisser la porte du placard, roula, emporta et rangea lui-même le matelas. Rico éteignit le radiateur à gaz et recula la veilleuse. Pendant l'absence du lieutenant, elle avait soigneusement préparé la pièce, l'avait balayée, époustée, et si l'on négligeait la table en bois de rose qui occupait l'un des angles, la pièce de 8 nattes donnait l'impression d'une salle de réception disposée pour accueillir un invité important. On a pas mal bu ici, n'est-ce pas? Avec Kano et Oma et Noguchi. Oui, ils buvaient tous beaucoup. On va les retrouver bientôt, dans l'autre monde. Ils vont nous taquiner sûrement, quand ils verront que je vous ai amené avec moi. Les lettres d'adieu furent posées côte à côte dans l'alcôve de la pièce d'en haut. Ils se demandèrent s'il ne fallait pas ôter le rouleau déplié qui y était suspendu. Mais puisqu'il avait été calligraphié par leur médiateur, le lieutenant-général Ozeki, et qu'en outre les caractères chinois qu'il portait signifiaient sincérité, ils le laissèrent. Même s'il devait être éclaboussé de sang, ils avaient le sentiment que le lieutenant-général comprendrait. Le lieutenant, assis bien droit, le dos contre un pilier de l'alcôve, posa son sabre sur le sol devant lui. Reiko s'assit en face, à la distance d'une natte. Le rouge de ses lèvres, alors que tout sur elle était rigoureusement blanc, semblait particulièrement séduisant. De part et d'autre de la natte qui les séparait, ils se regardèrent longuement dans les yeux. Le sabre du lieutenant, posé devant ses genoux, rappela à Reiko leur première nuit, et la tristesse l'envahit. D'une voix rauque, le lieutenant parla. « Comme je n'aurai pas de second pour m'aider, il me faudra entailler profond. Ce sera peut-être déplaisant, mais je vous en prie, n'ayez pas peur. La mort est toujours pénible à voir. Il ne faut pas vous laisser décourager par ce que vous allez voir. C'est bien entendu? Oui. Allons-y, dit enfin le lieutenant. Reiko s'inclina pour saluer très bas. Elle n'osait pas lever la tête. Elle avait peur que ses larmes abîment son maquillage, mais ne pouvait pas les retenir. Lorsqu'enfin elle releva les yeux, elle vit à travers la brume de ses larmes que le lieutenant avait sorti son sabre du fourreau et enroulé autour de la lame un bandage blanc qui laissait libre à la pointe 5 ou 6 pouces d'acier nu. Il reposa le sabre ainsi enveloppé sur la natte devant lui, puis se souleva sur les genoux, se réinstalla les jambes croisées et défit les agrafes de son col d'uniforme. Ses yeux ne voyaient plus sa femme. Lentement, un à un, il défit les minces boutons de cuivre. Sa brune poitrine apparut, puis le ventre. Il déboucla son ceinturon et défit les boutons de son pantalon. On vit l'éclat pur et blanc
du pagne qui serrait les reins. Le lieutenant le rabattit à deux mains pour dégager davantage le ventre, puis saisit la lame de son sabre. De la main gauche, il se massa le ventre, les yeux baissés. Pour s'assurer que le fil de la lame était bien aiguisé, le lieutenant replia la jambe gauche de son pantalon, dégagea un peu la cuisse et coupa légèrement la peau. Le sang remplit aussitôt la blessure et de petits ruisseaux rouges s'écoulèrent qui brillaient dans la lumière. C'était la première fois que Reiko voyait le sang de son mari, et son cœur bondit violemment dans sa poitrine. Elle regarda le visage de son mari. Lui regardait le sang couler avec une tranquille satisfaction. Un instant, mais elle savait en même temps que c'était une fausse consolation, Reiko se sentit soulagée. Les yeux du lieutenant fixaient sur sa femme l'intense regard immobile d'un oiseau de proie. Tournant vers lui-même son sabre, il se souleva légèrement pour incliner le haut de son corps sur la pointe de son arme. L'étoffe de son uniforme, tendue sur ses épaules, trahissait l'effort qui mobilisait toutes ses forces. Il visait à gauche, au plus profond de son ventre. Son cri aigu perça le silence de la pièce. En dépit de la force qu'il avait lui-même déployée pour se frapper, le lieutenant eut l'impression que quelqu'un d'autre lui avait porté un atroce coup de barre de fer au côté. Une seconde ou deux, la tête lui tourna. Il ne savait plus ce qui lui arrivait. Les 5 ou 6 pouces d'acier nu avaient disparu complètement à l'intérieur de la chair, et le bandage blanc qu'il serrait de sa main crispée appuyait directement sur le ventre. Il reprit conscience. La lame avait certainement percé la paroi du ventre, se dit-il. Il respirait avec difficulté. Son cœur battait à grands coups, et dans quelque profond lointain dont il pouvait à peine croire qu'il fût une part de lui-même, surgissait une effrayante, une abominable douleur, comme si le sol s'était ouvert pour laisser échapper une lave brûlante de roches en fusion. La douleur se rapprochait à une vitesse terrifiante. Le lieutenant se mordit la lèvre pour éviter un involontaire gémissement. « Le seppuku » se dit-il. « Est-ce cela ?» On aurait dit le chaos absolu. Comme si le ciel lui était tombé sur la tête. Comme si l'univers, ivre, titubait. Sa volonté et son courage, qui avaient semblé si fermes avant qu'il ne fît l'entaille, s'étaient réduits à l'épaisseur d'un seul fil d'acier, aussi fin qu'un cheveu. Et il éprouva comme un affreux malaise le soupçon qu'il lui fallait avancer le long de ce fil et s'y attacher désespérément. Son poing crispé était tout humide. Il baissa les yeux. Il vit que sa main et l'étoffe qui enveloppait la lame du sabre étaient trempées de sang. Son pagne aussi était profondément teint de rouge. Il fut frappé, comme d'une chose incroyable, qu'au milieu d'une aussi terrible souffrance, ce qui pouvait être regardé put encore être regardé, et que ce qui existait put exister encore. Au moment où elle vit le lieutenant s'enfoncer le sabre dans le côté gauche, et la pâleur de la mort descendre sur son visage comme un rideau descend sur une scène, Reiko dut se contraindre pour ne pas se précipiter vers lui. Quoi qu'il dût arriver, il lui fallait veiller. Il lui fallait être témoin. C'était le devoir que son mari lui avait imposé. En face d'elle, à une natte de distance, elle le voyait se mordre la lèvre pour étouffer la douleur.
La douleur était là, absolue et certaine sous ses yeux. Et Reiko n'avait aucun moyen de l'en délivrer. La main droite sur le sabre, le lieutenant commença de s'entailler le ventre par le travers. Mais la lame rencontrait l'obstacle des intestins qui s'y emmêlaient et dont l'élasticité la repoussait constamment. Et le lieutenant comprit qu'il lui faudrait les deux mains pour maintenir la lame enfoncée. Il appuya pour couper par le travers. Mais ce n'était pas aussi facile qu'il l'avait cru. Il mobilisa toute sa force dans sa seule main droite et tira vers la droite. L'entaille s'agrandit de 3 ou 4 pouces. Lentement, des profondeurs internes, la douleur irradiait le ventre entier. Des cloches en folie sonnaient, 1000 cloches ensemble à chaque souffle, à chaque battement du pouls, ébranlant tout son être. Le lieutenant ne pouvait plus s'empêcher de gémir, mais la lame était arrivée à l'aplomb du nombril, et lorsqu'il le constata, il fut content et reprit courage. Le volume du sang répandu avait régulièrement augmenté et commençait à jaillir de la blessure au rythme même du pouls. La natte devant le lieutenant était trempée de rouge par les éclaboussures du sang qui continuait à s'écouler des flaques que retenait dans ses plis le pantalon d'uniforme. Une goutte unique s'envola, comme un oiseau, jusqu'à Reiko pour se poser sur ses genoux et tacher sa robe blanche. Lorsque le lieutenant se fut enfin complètement éventré, la lame n'enfonçait presque plus, et la pointe en était visible, luisante de graisse et de sang. Mais, saisi soudain d'une violente nausée, le lieutenant laissa échapper un cri rauque. Vomir rendait l'affreuse douleur plus affreuse encore, et le ventre qui jusque-là était demeuré ferme se souleva brusquement. La blessure s'ouvrit en grand et les intestins jaillirent, comme si la blessure vomissait à son tour. Apparemment inconscients de la souffrance de leur maître, glissant sans obstacle pour se répandre dans l'entrejambe, ils donnaient une impression de santé robuste et de vitalité presque déplaisante. La tête du lieutenant s'affaissait, ses épaules se soulevaient, ses yeux s'entr'ouvraient et un mince filet de salive s'échappait de sa bouche. L'or de ses épaulettes brillait dans la lumière. Il y avait du sang partout. Le lieutenant y baignait jusqu'aux genoux et demeurait écrasé et sans force, une main sur le sol. Une odeur âcre remplissait la pièce. Le lieutenant, tête ballottante, hoquetait sans fin, et chaque hoquet ébranlait ses épaules. Il tenait toujours dans sa main droite la lame de son sabre, que repoussaient les intestins et dont on voyait la pointe. Il est difficile d'imaginer spectacle plus héroïque que le sursaut du lieutenant qui brusquement rassembla ses forces et releva la tête. Son mouvement fut si violent qu'il se cogna à l'arrière du crâne contre le pilier de l'alcôve. Reiko, qui était resté jusque-là tête baissée, fasciné par la marée de sang qui s'avançait vers ses genoux, releva les yeux, surprise par le bruit. Le visage du lieutenant n'était plus un visage de vivant. Les yeux étaient enfoncés, la peau parcheminée, les joues jadis si fraîches et les lèvres couleur de boue séchée. Seule bougeait la main droite. Serrant laborieusement le sabre, elle s'élevait en tremblant comme une main de marionnette pour essayer d'en diriger la pointe vers la naissance de la gorge. Reiko regardait son mari faire ce dernier effort, inutile, déchirant.
luisante de sang et de graisse, la pointe, une fois, 2 fois, 10 fois, se dirigeait vers la gorge. Chaque fois, elle manquait le but. La force qui aurait dû la guider était épuisée. La pointe frappait le col de l'uniforme et les insignes brodés sur le col. Les agrafes étaient défaites, mais le raide col militaire se refermait de lui-même et protégeait la gorge. Reiko ne put supporter le spectacle plus longtemps. Elle voulut aller aider son mari, mais ne put se lever. Elle avança sur les genoux à travers le sang, et son blanc kimono s'éteignit de rouge. Elle se glissa derrière son mari et ne fit rien d'autre qu'écarter le col. La pointe tremblante fut enfin au contact de la gorge nue. Reiko eut alors l'impression qu'elle avait poussé son mari en avant. Mais ce n'était pas vrai. C'était le dernier mouvement délibéré du lieutenant, son dernier effort de volonté. Il se jeta brusquement sur la lame qui lui transperça la gorge. Il y eut un effroyable jet de sang, et le lieutenant bascula et s'immobilisa. Une lame d'acier froide et bleue dépassait de sa nuque. Lentement, car le sang qui trempait ses soquettes les rendait glissantes, Reiko descendit l'escalier. Il n'y avait plus aucun bruit dans la pièce d'en haut. Au rez-de-chaussée, elle ouvrit les lumières, vérifia les robinets et le compteur du gaz, et répandit de l'eau sur les braises encore rougeoyantes du brasero. Devant le grand miroir de la pièce à 4 nattes et demie, elle se regarda. Les taches de sang formaient sur la moitié inférieure de son kimono blanc un dessin hardi et violent. Lorsqu'elle s'assit devant le miroir, elle sentit sur ses cuisses quelque chose de froid et d'humide. C'était le sang de son mari. Elle frissonna. Puis elle prit à loisir le temps de s'apprêter. Elle se farda, beaucoup de rouge aux joues, beaucoup sur les lèvres. Ce n'était plus se maquiller pour plaire à son mari, c'était se maquiller pour le monde qu'elle allait laisser derrière elle. Il y avait dans son application quelque chose de somptueux et de théâtral. Lorsqu'elle se leva, la natte devant le miroir était trempée de sang. Elle n'allait pas s'en soucier. Revenue des toilettes, Reiko se retrouva debout sur le sol de ciment du vestibule. Lorsque son mari, la veille au soir, avait fermé la porte au verrou, c'était pour se préparer à mourir. Elle demeura un instant perplexe. Fallait-il tirer le verrou? Si elle fermait la porte, les voisins ne s'apercevraient pas tout de suite de leur suicide. L'idée que leurs 2 corps allaient dans quelques jours pourrir avant d'avoir été découverts ne plaisait pas à Reiko. Après tout, il semble qu'il vaudrait mieux laisser la porte ouverte. Elle repoussa le verrou et entr'ouvrit légèrement la porte de verre dépoli. Un vent glacé s'engouffra. On ne voyait personne dans la rue, à minuit passé, et les étoiles glacées brillaient à travers les arbres de la grande maison d'en face. Elle laissa la porte entr'ouverte et monta l'escalier. Elle avait un peu marché ici et là, ses soquettes ne glissaient plus. Au milieu de l'escalier, elle perçut déjà une odeur très spéciale. Le lieutenant était étendu dans un océan de sang. La pointe qui sortait de sa nuque paraissait saillir davantage. Reiko marcha droit dans le sang.
s'assit à côté du cadavre et contempla longuement le visage du lieutenant, dont un côté reposait sur la natte. Les yeux étaient grands ouverts, comme si quelque chose avait attiré son attention. Elle lui souleva la tête, l'enveloppa dans sa manche, essuya le sang sur ses lèvres et y déposa un baiser. Puis elle se leva et prit dans le placard une couverture blanche, neuve, et une cordelière. Pour que son kimono ne s'ouvre pas, elle enroula la couverture autour d'elle et la serra à la taille avec la cordelière. Reiko s'assit à un demi-mètre environ du corps du lieutenant. Elle ôta le poignard de sa ceinture, regarda longuement l'acier poli de la lame qu'elle porta à sa bouche. L'acier lui sembla légèrement sucré. Reiko ne s'attarda pas. Elle se disait qu'elle allait connaître la souffrance qui, tout à l'heure, avait ouvert un tel gouffre entre elle et son mari. Que cette souffrance deviendrait une part d'elle-même. Et elle ne voyait là que le bonheur de pénétrer à son tour dans un domaine que son mari avait déjà fait sien. Dans le visage martyrisé de son mari, il y avait quelque chose d'inexplicable qu'elle voyait pour la première fois. Elle allait résoudre l'énigme. Reiko sentait qu'elle était capable de goûter enfin, dans leur vérité, l'amertume et la douceur du grand principe moral auquel croyait son mari. Ce qu'elle n'avait jusqu'ici perçu qu'à travers l'exemple de son mari, elle allait le goûter de sa propre bouche. Reiko ajusta la pointe du poignard contre la naissance de sa gorge. Et brusquement, l'enfonça. La blessure était légère. La tête en feu, les mains tremblantes, elle tira vers la droite. Un flot tiède emplit sa bouche, et devant ses yeux tout devint rouge à travers le jaillissement du sang. Elle rassembla ses forces et s'enfonça le poignard au fond de la gorge. 歯を横に強く引く。口の中に温かいものがほとばしり、目先は吹き上げる血の幻で真っ赤になった。彼女は力を得て刃先を強く喉の奥へ差し通した。